Voici un chiffre qui change entièrement la manière dont on pense la guerre moderne. 6. Selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui s'exprimait publiquement début mars 2026, les États-Unis et leurs alliés sont capables de produire environ 6 à 7 intercepteurs de missiles avancés par mois. L'Iran, de son côté, fabrique plus d'une centaine de missiles balistiques sur la même période. Cette asymétrie, 6 contre 100, est au cœur de l'un des débats stratégiques les plus déterminants de l'histoire militaire américaine. Et ce débat se déroule en ce moment même, en temps réel, alors que l'opération Epic Fury, la campagne militaire américano-israélienne contre l'Iran, lancée le 28 février 2026, entame sa 3e semaine sans qu'aucune issue claire ne se dessine. La question n'est pas de savoir si les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante du monde. C'est un fait établi. La véritable question est de savoir si cette armée dispose en quantité suffisante des armes spécifiques, coûteuses et difficilement remplaçables nécessaires pour soutenir un affrontement prolongé face à un pays qui a passé des décennies à perfectionner l'art de l'attrition asymétrique. La réponse, selon les analystes du Center for Strategic and International Studies, du Stimson Center, ainsi que plusieurs anciens hauts responsables du Pentagone, est la suivante. Pas vraiment, et le monde entier observe la situation avec une attention extrême. Le 28 février 2026, les forces américaines et israéliennes ont lancé Opération Epic Fury, une campagne militaire coordonnée de grande ampleur visant les infrastructures de missiles balistiques de l'Iran, ses installations nucléaires, ses réseaux de défense aérienne et ses dirigeants de premier plan, y compris le guide suprême Ali Khamenei, qui aurait été tué lors de la première vague de frappes, selon des responsables américains et israéliens. En quelques heures, l'Iran a réagi par une riposte massive. Des missiles balistiques et des drones ont été lancés contre des bases américaines au Koweït, au Qatar, à Bahreïn et en Arabie Saoudite, ainsi que contre le territoire israélien. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 1/5 de l'approvisionnement mondial quotidien en pétrole, a été de facto bloqué par les forces iraniennes. Dans les jours qui ont suivi, le conflit s'est rapidement étendu. Le Hezbollah au Liban a rouvert un front contre Israël dès le 2 mars. Des milices pro-iraniennes en Irak ont attaqué des installations américaines, notamment Camp Victory à Bagdad et l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Un sous-marin de la marine américaine, l'USS Charlotte, a torpillé et coulé la frégate iranienne Iris Dena dans l'océan Indien, au large du Sri Lanka, le 4 mars, marquant la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un sous-marin américain coule un navire de surface à la torpille, selon le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane. Plus de 80 marins iraniens ont été tués. 32 ont été secourus par la marine du Sri Lanka. Tout au long de ces événements, les États-Unis et leurs alliés du Golfe ont utilisé des missiles intercepteurs à un rythme extrêmement soutenu, abattant des missiles balistiques iraniens et des drones de la série Shahed à l'aide de systèmes Patriot, de batteries THAAD et d'intercepteurs SM-3 lancés depuis des navires. Et ce rythme de consommation a déclenché une alerte qui est, sur le plan stratégique, potentiellement plus importante que n'importe quelle bataille du conflit. Les stocks d'intercepteurs américains, déjà entamés par la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran en juin 2025, sont désormais poussés à leurs limites opérationnelles. Selon un reportage de CNN publié le 4 mars 2026, au moins un allié du Golfe des États-Unis manquait déjà de munitions interceptrices seulement 4 jours après le début de la guerre. Pour comprendre pourquoi ce moment est crucial, il faut remonter bien avant février 2026.
La vulnérabilité des stocks de défense antimissiles américains ne s'est pas créée du jour au lendemain. Elle est le résultat de décennies de décisions en matière d'acquisition, d'incertitudes budgétaires et d'un décalage fondamental entre les menaces que les États-Unis pensaient devoir affronter et celles auxquelles ils font réellement face aujourd'hui. Pendant la guerre froide, puis après le 11 septembre, les dépenses militaires américaines ont priorisé la projection de puissance offensive. Porte-avions, bombardiers furtifs, munitions guidées de précision, au détriment d'un aspect moins visible mais essentiel, la constitution de stocks suffisants d'intercepteurs défensifs. La défense antimissile était perçue comme un besoin limité, utile face à un État isolé lançant quelques missiles, mais pas face à un barrage soutenu provenant d'un pays capable d'en produire plus d'une centaine chaque mois. Le premier véritable test de résistance est survenu en juin 2025, lorsqu'une guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran a conduit les États-Unis à déployer 2 batteries THAAD en Israël et à tirer, selon les estimations du Center for Strategic and International Studies, entre 100 et 150 intercepteurs THAAD, soit potentiellement jusqu'à un quart du stock total américain pour ce système, en moins de 2 semaines. En comparaison, les États-Unis n'ont acquis que 11 nouveaux intercepteurs THAAD sur l'ensemble de l'année 2025, selon les estimations budgétaires du Department of Defense, publiées en 2026. 11 contre 150 utilisés. D'anciens responsables de la défense interrogés par CNN en juillet 2025 ont décrit la situation sans détour. Les stocks diminuent. Il nous en faut davantage, et plus rapidement que leur production actuelle. Un ancien haut responsable de l'administration Biden a ajouté « La défense aérienne est aujourd'hui cruciale dans tous les grands théâtres d'opération. Et il n'y a pas assez de systèmes, pas assez d'intercepteurs. Ces avertissements ont largement été ignorés dans l'espace public. » Puis, Opération Epic Fury a commencé et l'inquiétude est devenue critique. La stratégie iranienne, telle que décrite par les analystes du Royal United Services Institute à Londres, ne consiste pas simplement à submerger les défenses par le nombre. Elle est plus subtile. Utiliser des drones Shahed, beaucoup moins coûteux, environ $30 000 l'unité selon le sénateur démocrate Mark Kelly, ancien pilote de combat de la Navy, afin de contraindre l'adversaire à utiliser des intercepteurs valant des centaines de milliers, voire des millions de dollars. La logique est implacable. Il ne s'agit pas de gagner la bataille aérienne, mais de rendre sa défense financièrement et logistiquement intenable pour l'adversaire. Les États-Unis entrent dans ce conflit avec une supériorité militaire offensive écrasante, mais une vulnérabilité réelle sur le plan défensif. Les objectifs déclarés de l'administration Trump pour Opération Epic Fury sont triples. Détruire les infrastructures balistiques et nucléaires iraniennes, neutraliser la capacité du corps des gardiens de la révolution islamique à menacer le transport maritime dans le détroit d'Ormuz et, de manière implicite sinon officiellement déclarée, provoquer un changement de régime à Téhéran. Le président Trump a déclaré publiquement que l'opération était initialement prévue pour durer entre 4 et 5 semaines. Des responsables du CENTCOM ont indiqué avoir frappé près de 2000 cibles avec plus de 2000 munitions au cours des 2 premières semaines de la campagne. Mais l'administration a également dû gérer une tension politiquement délicate. Trump a affirmé dans une publication sur Truth Social le 2 mars que les États-Unis disposaient d'un approvisionnement pratiquement illimité en certaines munitions, une déclaration que les analystes de la défense et d'anciens responsables jugent globalement exacte pour les armements de moindre niveau, mais largement exagérée
lorsqu'il s'agit des intercepteurs de haute technologie. Au plus haut niveau, Trump lui-même a reconnu « Nous avons de bonnes réserves, mais nous ne sommes pas encore là où nous voudrions être. » Le général Don Kane, président des chefs d'état-major interarmés, a indiqué devant le Congrès que les chiffres précis de consommation d'intercepteurs restent classifiés, tout en affirmant que les États-Unis disposent de munitions de précision suffisantes pour la mission en cours. Dans le même temps, il aurait averti Trump, avant le début du conflit, qu'une campagne prolongée pourrait mettre sous pression les stocks nécessaires pour d'autres théâtres, en particulier l'Indo-Pacifique, où la Chine observe chaque évolution avec une attention soutenue. Les intérêts et la stratégie de l'Iran sont plus complexes qu'une simple logique de représailles. Téhéran est entré dans ce conflit après des années durant lesquelles on lui a assuré, encore en février 2026, qu'une solution diplomatique était imminente. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a déclaré le 27 février que l'Iran avait accepté de ne jamais stocker d'uranium enrichi et de se soumettre à une vérification complète par l'International Atomic Energy Agency. 2 jours plus tard, des bombes américaines et israéliennes s'abattaient sur Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que le pays avait été frappé au moment même où une paix historique était à portée de main. Que cette version soit exacte ou relève d'une reconstruction, a posteriori, reste débattue. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a présenté une lecture sensiblement différente des négociations nucléaires. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est que l'Iran mène désormais ce qu'il qualifie de guerre d'attrition, calibrant délibérément l'usage de ses missiles et drones afin d'épuiser progressivement les stocks d'intercepteurs américains et alliés, plutôt que de tout déployer en une seule salve massive. Les intérêts d'Israël sont à la fois défensifs et stratégiques. Depuis des années, l'objectif est de neutraliser durablement la capacité de l'Iran à frapper le territoire israélien et de dégrader son programme nucléaire au point de rendre toute reconstitution rapide impossible. La guerre de 12 jours de 2025 a infligé des dégâts significatifs aux infrastructures nucléaires iraniennes. La campagne actuelle va encore plus loin, mais Israël est entré dans ce conflit avec des stocks d'intercepteurs balistiques déjà en baisse, un fait confirmé à Sémaphore par des responsables américains à la mi-mars 2026. À ce stade, les systèmes de défense à longue portée d'Israël étaient au fait décrits comme sous tension critique, une situation aggravée par l'ajout présumé de munitions à fragmentation dans les charges de missiles iraniens, obligeant à effectuer plusieurs interceptions pour chaque projectile entrant. Les industriels de la défense, en particulier Lockheed Martin, qui fabrique à la fois les intercepteurs THAAD et Patriot Advanced Capability 3, se retrouvent dans une position inhabituelle, celle d'acteurs stratégiquement indispensables. L'administration Trump a organisé des réunions d'urgence avec Lockheed Martin, RTX, L3 Harris et d'autres grandes entreprises du secteur dès les premiers jours de mars afin d'accélérer la production. Mais le problème est structurel et ne peut être résolu rapidement. Ces intercepteurs sophistiqués nécessitent des mois pour être assemblés, intégrés et testés. Les chaînes de production ne peuvent pas être étendues du jour au lendemain. L'arithmétique financière de ce conflit est vertigineuse. Et sur un point précis, elle joue en faveur de l'Iran. Chaque intercepteur THAAD coûte environ 15 millions de dollars, selon les données budgétaires du Department of Defense citées par le Center for Strategic and International Studies en décembre 2025. Les intercepteurs SM-3 de défense antimissiles balistiques atteignent des montants similaires, voire supérieurs.
Les missiles Patriot Advanced Capability 3 se situent dans une fourchette de plusieurs millions de dollars l'unité. En face, un drone iranien Shahed 136 coûte environ 30 000 $ à produire, selon les déclarations publiques du sénateur Mark Kelly en mars 2026. Le calcul, comme Kelly l'a résumé sans détour, ne tient pas. Selon un rapport du Kyiv Post citant le Financial Times, les États-Unis auraient utilisé en quelques semaines seulement l'équivalent de plusieurs années de stocks de munitions critiques, notamment des missiles de croisière Tomahawk, durant les premières phases de l'opération Epic Fury. Une source proche des opérations militaires américaines a qualifié cette utilisation de Tomahawk de massive. Par ailleurs, Semaphore rapporte que les États-Unis auraient dépensé environ 2,4 milliards de dollars en intercepteurs Patriot au cours des 5 premiers jours de la guerre. Les répercussions économiques mondiales sont à la fois immédiates et sévères. Les prix du pétrole ont augmenté de 12% dès la première semaine du conflit, atteignant 81 $ le baril selon The New York Times, alors que le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement mondial quotidien en pétrole, s'est quasiment arrêté. Les prix du gaz naturel en Europe et en Asie ont grimpé dans le sillage du brut. L'International Energy Agency a qualifié cette perturbation de pire choc de l'histoire du marché pétrolier. L'Arabie saoudite a rapidement augmenté ses capacités de pompage via son oléoduc Est-Ouest vers la mer Rouge, tandis que les Émirats arabes unis ont intensifié le flux sur leur pipeline Habshan Fujairah vers le golfe d'Oman. Mais David Butter, associé de recherche à Chatham House, a souligné dans une analyse publiée par NBC News en mars 2026 que, même à pleine capacité, ces routes alternatives ne peuvent donc compenser qu'environ un quart du pétrole qui transite habituellement par le détroit d'Ormuz. Les 3 quarts restants ont de fait disparu des marchés mondiaux. Le Department of the Treasury a accordé une dérogation de 30 jours permettant aux raffineries indiennes d'acheter du pétrole russe immobilisé en mer. Une mesure décrite comme une réponse d'urgence à court terme pour éviter un choc d'approvisionnement encore plus important. Cette décision a été largement interprétée comme le signe que l'administration gérait une crise immédiate sans traiter le problème stratégique de fond. L'assurance contre les risques de guerre pour les navires dans la région s'est pratiquement effondrée. Selon USNE News, lorsque le trafic maritime s'est interrompu dans le détroit d'Ormuz, environ 150 navires sont restés à l'ancre dans les eaux environnantes, incapables de poursuivre leur route. La société d'intelligence maritime Lloyd's List a indiqué que le corridor de la mer Rouge, qui avait récemment vu un retour progressif des pétroliers et cargos après la campagne des Houthis de 2024-2025, subissait à nouveau une forte réduction du trafic. La communauté des analystes est aujourd'hui profondément divisée autour de 2 questions. Le problème des stocks d'intercepteurs américains peut-il être maîtrisé dans le cadre du calendrier opérationnel actuel? Et quelles seront les conséquences stratégiques à long terme, quelle que soit l'issue de ce conflit? Sur la question à court terme, Kelly Griego, chercheuse principale au Stimson Center, a déclaré au Military Times en mars 2026 que le rythme de consommation des intercepteurs ne pourrait pas se poursuivre indéfiniment et probablement pas au-delà de quelques semaines. Elle a décrit le conflit comme une guerre d'attrition dans laquelle la course oppose la capacité des États-Unis à détruire les moyens de lancement iraniens à celle de l'Iran d'épuiser les stocks défensifs alliés. Ce type de missile ne se remplace pas du jour au lendemain, a-t-elle expliqué. Cela prendrait des années. Mohamed Soliman,
chercheur principal au Middle East Institute, a présenté la situation comme une course entre deux horloges, celle de la capacité de lancement iranienne et celle des stocks d'intercepteurs alliés. Shalom Lipner, chercheur principal à l'Atlantic Council et ancien conseiller du bureau du Premier ministre israélien pendant plus de 25 ans, a souligné qu'un phénomène similaire avait probablement contribué à la fin de la guerre de 12 jours en juin 2025. D'après ce que j'ai compris, si le conflit avait duré quelques jours de plus ou une semaine supplémentaire, la situation aurait pu devenir critique, a-t-il déclaré au Military Times. Christopher Preble, chercheur principal au Stimson Center, a indiqué à Al Jazeera début mars 2026 que si les États-Unis peuvent absorber le coût financier grâce à leur budget de défense, la véritable contrainte concerne spécifiquement les stocks de Patriot et de SM-6. Il a averti que des taux d'interception élevés ne pourraient pas être maintenus indéfiniment. La Maison-Blanche a systématiquement contesté cette lecture. La porte-parole, Caroline Leavitt, a affirmé que les stocks américains étaient largement suffisants pour atteindre les objectifs de Trump. Et au-delà, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a déclaré aux journalistes que l'ensemble de la capacité de production de missiles balistiques de l'Iran avait été fonctionnellement neutralisé à la mi-mars. Le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a précisé dans un message vidéo que les lancements de missiles balistiques iraniens sur le théâtre d'opération avaient chuté de 86% depuis le premier jour des combats, avec une baisse de 23% au cours des dernières 24 heures et une diminution de 73% des drones d'attaque à sens unique. Ces chiffres, s'ils sont exacts, suggèrent que la campagne offensive réduit significativement la capacité de lancement de l'Iran, ce qui en retour allégerait la pression sur les stocks d'intercepteurs défensifs. Mais les analystes indépendants restent prudents. Un rapport de janvier 2026 de la Heritage Foundation, publié avant le début du conflit, avertissait déjà que les intercepteurs de haute technologie tels que les SM-3, SM-6, PAC-3, MSE et Shahad pourraient être épuisés en quelques jours de combats soutenus, certains systèmes étant vidés après seulement 2 ou 3 salves majeures d'un adversaire de niveau équivalent. Pour Siddharth Kaushal, chercheur principal au Royal United Services Institute à Londres, l'implication stratégique la plus importante dépasse largement le cadre du conflit actuel. D'un point de vue strictement militaire, les Chinois sont clairement les gagnants, a-t-il déclaré à CNN, soulignant que les 2 dernières années au Moyen-Orient ont vu les États-Unis consommer des volumes considérables de capacités que l'industrie de défense américaine aura du mal à reconstituer rapidement. Le problème n'est pas seulement l'Iran, c'est ce qui vient ensuite, dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine méridionale, dans la péninsule coréenne, lorsque les planificateurs américains devront opérer avec des stocks réduits, des systèmes essentiels à la défense antimissile multicouche. Les répercussions de ce conflit dépassent largement le Moyen-Orient, et d'une manière qui ne disparaîtra pas lorsque les combats cesseront. Pour l'Inde, la guerre met en lumière un décalage douloureux entre l'image qu'elle projette et sa réalité stratégique. New Delhi se présente comme le code gardien de l'océan Indien, une expression utilisée par le Premier ministre Narendra Modi en octobre 2025. Le 4 mars 2026, la marine américaine a torpillé un navire de guerre iranien, l'Iris Dena, à seulement 44 milles nautiques des côtes du Sri Lanka, après sa participation à un exercice naval co-organisé par l'Inde. Sushant Singh, enseignante en études sud-asiatiques à Yale University, a décrit cet événement
comme le franchissement d'une ligne rouge majeure pour l'Inde, une action menée dans ce qui est clairement une zone d'influence indienne, alors que les autorités indiennes sont restées largement silencieuses. Cet épisode a intensifié le débat à New Delhi sur les limites de sa posture de non-alignement et sur sa capacité réelle de projection maritime. Pour la Chine, le conflit impose un calcul stratégique complexe. Pékin a condamné l'élimination de Khamenei comme une violation grave de la souveraineté et de la sécurité de l'Iran, selon une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères le 1er mars. Dans le même temps, la Chine observe ce qui constitue, en pratique, un test grandeur nature de l'architecture américaine de défense antimissile. La même architecture qui se dresserait face à toute action militaire potentielle dans l'Indo-Pacifique. Chaque intercepteur THAAD tiré, chaque SM-3 utilisé, représente à la fois une donnée stratégique et un levier potentiel. Pour l'Europe, le choc énergétique a été immédiat et brutal. La quasi-fermeture du détroit d'Ormuz a provoqué une flambée des prix du gaz naturel sur des marchés déjà fragiles face aux perturbations d'approvisionnement. Le groupe E3, Britain, France et Germanie, a soutenu des mesures militaires défensives proportionnées contre les drones et missiles iraniens, tandis que plusieurs gouvernements européens ont critiqué les frappes offensives américano-israéliennes comme des violations du droit international. Italie et Spain ont explicitement exprimé leur opposition à l'utilisation de bases militaires européennes pour des opérations offensives. Pour l'Ukraine, l'inquiétude est directe et existentielle. Le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut, membre démocrate du Senate Armed Services Committee, a déclaré au magazine Time en mars 2026 : « Je suis profondément préoccupé pour l'Ukraine. Nos ressources et nos approvisionnements sont limités et je pense qu'à un moment donné, il sera difficile de dire à l'Ukraine ce qui pourra encore lui être fourni. » Le Financial Times rapporte que les missiles de croisière Tomahawk, les mêmes qui soutiennent les capacités de frappe à longue portée de l'Ukraine, font partie des munitions consommées à un rythme exceptionnel dans la campagne contre l'Iran. La Russie, de son côté, bénéficie de la situation sur plusieurs fronts sans avoir à tirer un seul coup. Hausse des revenus pétroliers liés à des prix dépassant les $80 le baril, dérogation temporaire accordée par le Department of the Treasury pour le pétrole russe bloqué en mer et possible affaiblissement de la capacité occidentale à maintenir son soutien à Kiev. Plusieurs indicateurs permettront de déterminer l'évolution de ce conflit dans les jours et semaines à venir, et chacun mérite une attention particulière. Premièrement, le rythme des lancements de missiles iraniens. Les données du CENTCOM montrent une réduction spectaculaire des tirs de missiles balistiques et de drones depuis les premiers jours de l'opération Epic Fury. Plus de 86% de baisse pour les missiles balistiques et plus de 73% pour les drones à usage unique, début mars. Si cette tendance se maintient, cela suggère que la campagne offensive parvient à dégrader les infrastructures de lancement iraniennes, ce qui allégerait la pression sur les stocks d'intercepteurs alliés. Si le rythme repart à la hausse, la logique d'attrition devient alors déterminante. Deuxième point, la décision des Houthis. Au 21 mars 2026, les Houthis au Yémen ne sont pas officiellement réengagés dans le conflit au-delà de déclarations politiques. Leur chef, Abdul Malik al-Houthi, a déclaré le 5 mars que « Nos mains sont sur la détente ». Les analystes du Royal United Services Institute, dont Burcu Özçelik, soulignent que les Houthis évaluent leurs options avec prudence, conscients du cessez-le-feu conclu avec l'Arabie saoudite en 2025.
et du coût d'une ouverture simultanée de plusieurs fronts. S'ils reprennent des attaques de grande ampleur en mer Rouge, la pression sur les stocks d'intercepteurs, ainsi que sur le transport maritime mondial, s'intensifiera fortement. Troisième point, les discussions d'urgence sur la production. L'administration Trump a rencontré Lockheed Martin, RTX, L3 Harris et d'autres industriels de la défense début mars afin d'accélérer la production d'intercepteurs. Il faudra surveiller toute annonce officielle liée à l'activation du Defense Production Act, qui permettrait au gouvernement d'imposer une accélération de la production. Toute augmentation significative de la production de systèmes THAAD ou Patriot nécessitera des mois avant de produire des effets concrets, mais un engagement crédible pourrait suffire à stabiliser la confiance des marchés. Quatrième point, les signaux diplomatiques en provenance de Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères Araghchi a déclaré lors d'un entretien en mars que l'Iran ne recherchait pas un cessez-le-feu, mais se disait ouvert à une fin complète et permanente de la guerre. Une formulation qui suggère une ouverture aux négociations sans abandonner le cadre politique du conflit. Toute communication indirecte via Oman, le Qatar ou la Turquie constituerait un tournant stratégique majeur. Cinquième point, la mise à jour des stocks d'intercepteurs devant le Congrès. Les vice-chefs de l'US Army et de l'US Air Force ont témoigné début mars devant une sous-commission du Senate Armed Services Committee qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir une estimation précise du rythme de consommation des munitions. Des briefings classifiés destinés au Gang of Eight devraient aborder directement cette question. Toute fuite ou divulgation confirmée concernant les niveaux réels de stock pourrait influencer les marchés et modifier l'équilibre politique à Washington. Les guerres ont toujours été gagnées ou perdues, autant sur la logistique que sur la stratégie. Napoléon le savait. Rommel le savait. Ce qui change en 2026, c'est que le goulet d'étranglement logistique ne concerne plus la nourriture, le carburant ou les munitions au sens traditionnel, mais un nombre limité d'armes défensives, hautement spécialisées, extrêmement coûteuses et lentes à produire, dont dépend l'ensemble de l'architecture moderne de dissuasion militaire des Alliés. La guerre contre l'Iran en 2026 a révélé, en temps réel et à grande échelle, une vulnérabilité structurelle que les analystes de la défense signalent depuis des années. Les États-Unis et leurs partenaires consomment des intercepteurs de haute technologie bien plus rapidement qu'ils ne peuvent les remplacer. Le ratio de 6 intercepteurs produits par mois face à 100 missiles lancés sur la même période n'est pas un argument rhétorique. C'est une réalité industrielle, confirmée publiquement par le secrétaire d'État Rubio. Aucun de ces éléments ne détermine à lui seul l'issue de l'opération Epic Fury. La campagne offensive américaine a produit des résultats tangibles et la capacité de lancement iranienne a été significativement réduite. Mais la question qui définira la prochaine phase de la posture stratégique américaine, au Moyen-Orient, en Europe et dans l'Indo-Pacifique, n'est pas de savoir si les États-Unis peuvent gagner le conflit actuel. Elle est de savoir si, une fois ce conflit terminé, ils disposeront encore des ressources nécessaires pour dissuader le prochain. C'est précisément la question à laquelle Beijing, Moscou et Pyongyang cherchent une réponse en observant cette guerre.